Merci beaucoup pour l'invitation et merci de votre présence. Donc, on va parler de la recherche en santé et plus spécifiquement de la recherche clinique en cancer pulmonaire. Moi, je suis médecin oncologue, je traite les cancers pulmonaires, je suis aussi chercheuse pour des études cliniques qui sont menées par les industries pharmaceutiques dans le centre où je travaille, mais je ne reçois pas de salaire pour cette activité. Et je donne aussi des conférences et des cours en lien avec le cancer du poumon, mais j'ai pas de conflit en lien avec la conférence d'aujourd'hui. Donc, on va essayer de vous faire comprendre et définir c'est quoi la recherche clinique. On va identifier les avantages, les inconvénients de participer à la recherche clinique et comment retrouver des informations pertinentes à la recherche clinique au Québec. Donc, pour commencer, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est la recherche en santé. Donc, quand on parle de recherche, on parle d'une démarche, scientifique qui vise à vérifier une hypothèse ou à répondre à une question ou à plusieurs questions scientifiques. La recherche clinique peut impacter nos vies sur plusieurs angles, plusieurs facettes. Le but de la recherche clinique est vraiment d'améliorer la santé. Avec la recherche clinique, on est capable non seulement d'amener à des nouveaux traitements, nouvelles thérapies, mais aussi on peut aider à la prévention des maladies, des blessures, améliorer les méthodes diagnostiques, améliorer les traitements et finalement améliorer la qualité de vie. Quand la recherche en santé inclut la participation de patients, des personnes, on va parler de recherche clinique. Il y a plusieurs synonymes à la recherche clinique. On parle souvent d'études cliniques, essais cliniques, on peut parler de protocole de recherche, de projet de recherche ou en anglais ce qu'on appelle le trial. Mais à quoi sert exactement la recherche? La recherche peut servir, par exemple, à développer un nouveau médicament, une nouvelle chimiothérapie, l'immunothérapie, la thérapie ciblée, toutes les thérapies dont le Dr. Daboul a parlé tout à l'heure. Ça sert aussi à développer des équipements médicaux, des machines diagnostiques, par exemple, des orthèses, des prothèses, et aussi au développement de certaines thérapies qu'on appelle des biothérapies, comme les vaccins et les thérapies cellulaires. Mais c'est beaucoup plus large que ça. On ne parle pas seulement de médicaments, mais on parle vraiment, la recherche va nous aider à identifier des mécanismes vraiment au niveau de la cellule qui vont nous permettre de développer de nouvelles thérapies. On peut aussi identifier des facteurs de risque à certaines maladies qui, au final, vont aider aux chercheurs et aux décideurs, par exemple de la santé publique, à mener des guidelines, des guides de pratique de prévention. Et on peut aussi, à travers la recherche, faire des comparaisons de certaines approches diagnostiques ou thérapeutiques dans le but de toujours de s'améliorer. Mais qu'est-ce que c'est un protocole de recherche? Quand on parle de protocole, on parle je peux faire un parallèle avec une recette. Une recette d'un gâteau. Pour arriver au gâteau, il faut que je suive le protocole, la recette. Et le protocole de recherche, c'est ça. C'est la façon dont l'étude va être conçue et menée. Donc, dans le protocole, on va avoir le titre de l'étude. On va avoir aussi une justificative scientifique, c'est pourquoi qu'on le fait, c'est quoi l'hypothèse, quels sont les objectifs. On décrit le traitement qui va être étudié, on décrit comment l'étude va se dérouler, c'est qui la population qui est visée, quels sont les critères qui vont être utilisés pour inclure les patients, quelles sont les analyses qu'on va utiliser, combien de temps cette étude va durer. On va aussi inclure un cadre éthique très rigoureux, dont on va parler un peu plus tard. Et dans le protocole, ça va être aussi spécifié les analyses et statistiques qui vont nous aider à analyser les données qu'on va recueillir pendant la recherche clinique, analyser et arriver à une conclusion qui va être supportée par la mathématique, les statistiques. Et sur ce protocole aussi, va identifier donc les responsables de la recherche, le promoteur et les investigateurs. Donc, qui sont les personnes
qui vont participer qui vont permettre à la réalisation de la recherche clinique. Mais quand on parle de promoteur ou de sponsor, on parle de la personne ou l'organisme qui va soutenir le déroulement de l'étude. C'est souvent des entreprises pharmaceutiques, mais ça peut être aussi des chercheurs, des équipes de recherche dans les hôpitaux ou dans les universités. Il y a les chercheurs, qui sont les personnes qui effectuent vraiment la main-d'œuvre de la recherche clinique. C'est souvent des médecins, mais ça peut être des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues. Tous les professionnels de la santé peuvent mener des protocoles de recherche. Et quand on parle des sujets ou des participants, ben c'est les patients qui vont participer à l'étude clinique. Et tout ça est soutenu par une équipe de recherche qui est composé d'infirmières, de médecins, de coordonnateurs de recherche et de tout un cadre administratif qui va être responsable de toute la paperasse que ça nécessite, que ça génère la recherche pour que ça soit bien officiel et encadré. La recherche en santé, c'est très complexe, ça peut prendre des années et ça coûte beaucoup d'argent. Quand on parle en recherche en santé, comme vous voyez sur la figure, on a plusieurs étapes qu'on appelle des phases. On va regarder en détail toutes ces phases, mais juste pour vous montrer que ça prend plusieurs années, plusieurs personnes, des fois des centaines, des milliers de personnes et beaucoup d'argent à développer, par exemple, un nouveau médicament en oncologie. Quand on parle de recherche préclinique contre le cancer, ben c'est là où on est dans le laboratoire. C'est où on va analyser des molécules qui vont être développées en médicaments et on va tester ce médicament-là sur des cellules, sur des tissus ou sur des petits animaux. Comme par exemple la souris de laboratoire que je vous montre ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recherche préclinique. Cette étape-là, ça va amener à la recherche plus tard, seulement si cette étape démontre des résultats prometteurs. Donc, si les résultats dans le laboratoire semblent prometteurs, bon, on va passer à l'étape suivante qui est justement l'essai clinique. Alors, dans les étapes de l'essai clinique ou de la recherche clinique, il y a aussi plusieurs phases. Ce qu'on appelle la recherche clinique de phase 1, c'est où on va tester le médicament, le nouveau médicament, par exemple, par la première fois. Donc, on va inviter un petit nombre de personnes, de patients qui ont une maladie précise pour laquelle on a développé ce médicament. Et cette phase de recherche-là va viser justement à évaluer la sécurité de ce médicament. On va tester plusieurs doses pour essayer de trouver les meilleures et on va aussi surveiller les effets secondaires principaux chez les personnes de ce nouveau médicament. Quand cette phase va être réussie, si le médicament s'est démontré sécuritaire et que les effets secondaires sont acceptables, on va passer à une phase un peu plus avancée qui est la recherche de phase 2. Dans cette phase-là, on va tester le médicament chez un plus grand nombre de personnes où on va avoir comme objectif, encore une fois, tester l'efficacité on va maintenant tester l'efficacité sur une maladie précise, par exemple un nouveau médicament en cancer du poumon. On va tester chez les personnes qui ont un cancer du poumon. On va encore une fois regarder la sécurité sur un plus grand nombre de personnes. Et on va choisir maintenant quelle est la meilleure dose du médicament pour passer à la phase suivante. Donc, si cette phase-là démontre des résultats positifs, des résultats prometteurs, on va passer finalement à la phase la plus importante de la recherche clinique, qui est la phase 3. Quand on parle d'une étude, d'un protocole de recherche de phase 3, on parle des grandes études qui souvent sont menées par plusieurs centres de recherche, par plusieurs hôpitaux dans le monde en collaboration.
Donc, on va inclure encore plus de personnes. Normalement, on parle de centaines de personnes ou même des milliers de personnes, où on va vraiment, à ce moment-ci, confirmer l'efficacité du médicament sur une maladie donnée, comme par exemple le cancer du poumon. On va surveiller encore une fois les effets secondaires. On va comprendre mieux et surveiller les effets secondaires chez les participants. Et dans cette étape-là, souvent, on va comparer ce nouveau médicament avec ce qui existe déjà dans le marché ou pour traiter de cette maladie. Donc, c'est basé souvent sur les études de phase 3 que, par exemple, Santé Canada ou la FDA aux États-Unis vont approuver un médicament pour qu'il soit mis au marché pour traiter la population en général. La phase 4, c'est, on entend moins parler, mais c'est quand on veut étudier le médicament déjà approuvé par Santé Canada, quand il est déjà utilisé chez la population, mais on veut faire une collecte de données sur les bienfaits à long terme de ce médicament. De comment la population est traitée par ce médicament dans la vraie vie et quels sont les risques à long terme que n'ont pas été évalués pendant le temps limité que ça dure la recherche de phase 3. Donc, tout ça aide à développer des nouveaux médicaments comme ceux que Dr Daboul a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des avantages? Quels sont donc des avantages et les inconvénients de participer à la recherche clinique? Bon, on peut nommer plusieurs avantages pour commencer. Souvent, quand on participe à la recherche clinique, quand il y a un nouveau médicament qui est développé, on va pouvoir avoir la chance d'avoir accès à un médicament plusieurs années même avant qu'il soit mis en marché. Donc, on peut être d'avant-garde pour un nouveau traitement. Si ce nouveau traitement s'avère efficace, on peut guérir notre maladie, on peut ralentir la progression de notre cancer par ce nouveau médicament-là, avant même qu'il existe dans le marché pour la grande population. On va avoir accès à une équipe spécialisée de recherche qui va nous suivre pendant tout le cours du protocole, donc des infirmières et des chercheurs qui sont dédiés. Donc, on va avoir un traitement un peu dédié parce que c'est un nombre limité de patients qui participent au protocole de recherche. Et si on a ces valeurs-là dans nous, on va contribuer aussi à l'avancement de la science et on va aider aux prochains patients qui vont avoir besoin du médicament auquel on a aidé le développement. Par exemple, pour mettre ça un peu plus concret, la recherche clinique, en plus de la diminution, par exemple, du tabac qui diminue l'incidence de cancer du poumon, du dépistage, les avancées thérapeutiques sont responsables, par exemple, des chiffres des États-Unis, d'une réduction dans les 20 dernières années de 27% du taux de décès par cancer. Ce qui veut dire 2,6 millions moins de décès aux États-Unis depuis les 20 dernières années de décès par cancer à cause de la recherche clinique. Par exemple, aux États-Unis, depuis 2006, la FDA a approuvé plus que 150 nouveaux médicaments contre le cancer en général. Et maintenant, on peut être très content de dire que à peu près 2 patients sur 3 qui ont un diagnostic de cancer vont survivre au moins 5 ans après leur diagnostic. Tout ça en raison des avancées obtenues avec la recherche clinique. Si on veut un exemple aussi, un autre exemple concret, une des revues les plus importantes en médecine a publié il y a quelques années, il y a à peine 2 ans, une étude, un article qui disait que autant la réduction de l'incidence de cancer pulmonaire, mais aussi les avancées thérapeutiques étaient finalement responsables pour une mortalité évidente des taux de mortalité de cancer du poumon.
Si on veut regarder ça en plus concrètement en figure, ben si vous voyez les graphiques que je vous montre ici, ça veut dire comment a évolué dans le temps le taux de survie par cancer du poumon avancé. Si vous voyez de gauche à droite, on peut voir que les courbes s'en vont vers le haut. Ça veut dire il y a une différence ici de à peu près 10% de plus de survivants de cancer dans cette période ici qui est couverte par le graphique. Tout ça, encore une fois, en raison des avancées de la recherche. Une autre façon de voir, maintenant, si on mélange les cancers du poumon autant non à petites cellules qu'à petites cellules, on voit une autre fois que les courbes de survie vont tous de gauche à droite ont tous tendance à aller vers le haut. Donc, une amélioration de la survie en général pour tous les types et stades de cancer confondus. Mais est-ce qu'il y a des risques à participer à la recherche? Bien, cela dépend beaucoup du type de recherche. Il y a certaines recherches qui n'ont pas besoin d'intervenir sur le patient. Il n'y a pas de traitement. Par exemple, ça peut être un questionnaire de santé publique, une enquête où le patient ne souffrira pas d'intervention nécessairement. Il n'y a pas vraiment de risque pour sa santé. Mais quand on parle de recherche clinique, de développement de médicaments, il y a certains inconvénients, certains risques. Par exemple, un protocole qui va étudier un tout nouveau médicament qui n'existait pas, ben si on participe à ce protocole-là, on peut aussi ne pas avoir accès au nouveau médicament parce que souvent ce nouveau médicament-là va être comparé soit à un placebo, soit à un traitement qui existe déjà. Donc, pas tous les patients qui vont participer à ce protocole vont recevoir le nouveau médicament. Si on parle de traitement, on parle d'effets secondaires. Donc, il y a certainement des effets secondaires qui arrivent avec des traitements et certaines complications qui sont inattendues. Le protocole de recherche peut amener à un résultat qui n'est pas vraiment ce qu'on s'y attendait. Un nouveau médicament peut ne pas se révéler aussi bon qu'il semblait être au laboratoire. Donc, ce médicament, il peut être inefficace malheureusement. Et ça, c'est un risque de la recherche clinique aussi. Et finalement, ben quand on participe à la recherche, on s'engage un peu plus de temps, un peu plus de déplacement parce que justement, il y a beaucoup de rigueur à suivre pour être protégé. Et comment qu'on peut être protégé en recherche clinique? Bon, la recherche clinique est très encadrée. Il y a des règles très strictes qui encadrent la recherche clinique. Par exemple, il y a des guides de bonnes pratiques cliniques qui vont vraiment assurer la protection des participants et assurer que les chercheurs vont suivre des normes strictes. Santé Canada surveille les chercheurs et les protocoles de recherche pour qu'ils se conforment à la loi et Santé Canada peut décider d'inspecter les centres de recherche pour voir si tout le monde se conforme avec les règles. Il y a aussi des surveillances en dehors de Santé Canada qui vont surveiller les études cliniques, encore une fois pour s'assurer que tout est mené dans l'ordre et que les patients et les participants sont bien protégés. Et bien sûr, quand on décide de participer à un protocole de recherche, il y a un processus où le patient va comprendre en quoi il va embarquer, il va comprendre les risques et les bénéfices. Il y a un temps assez long de discussion avec le médecin et l'équipe de recherche pour que le patient puisse consentir à participer au protocole. Il y a ce qu'on appelle l'éthique de recherche où ce sont des règles qui vont garantir, encore une fois, l'excellence de la recherche, le respect des participants. Toutes ces informations peuvent être trouvées sur les sites web du ministère de la Santé et des Services sociaux et ce sont des règles très strictes qui sont dans la loi. Et comment qu'on peut participer? Bien, partout au Québec, il y a des centres qui offrent de la recherche, non seulement les centres universitaires. Votre médecin est la meilleure source d'information pour participer au protocole, pour vous offrir un projet de recherche, mais vous pouvez vous-même aller dans les sites web. Par exemple, le site CUCRO, le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec. Vous pouvez aller là et avoir des informations sur la recherche. Il y a toutes sortes de types de recherche. On peut parler de chimio, immunothérapie, des thérapies ciblées, la radiothérapie, la chirurgie et toutes sortes de thérapies et de recherche clinique.
Pour participer, c'est pas encore pour tout le monde, malheureusement, la recherche, parce on doit avoir des caractéristiques cliniques et des caractéristiques de notre maladie qui rentrent dans les critères, ce qu'on appelle critères d'éligibilité pour pouvoir participer au protocole. Donc, il faut vraiment que notre maladie, notre condition soit spécifiquement compatible avec ce que le protocole recherche, mais c'est possible parce qu'il y en a beaucoup de protocoles de recherche pour beaucoup de situations. L'important, c'est de rester informé. Donc, par exemple, si vous allez dans le site web du CUCRO, à droite en haut, en orange, si vous cliquez là, vous allez être amené à une page comme ça où vous allez avoir accès à toutes les études cliniques qui sont menées au Québec sur la page de Onco-Québec. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur le type de cancer que vous cherchez et pouvoir aller avoir les informations que vous avez besoin pour discuter avec votre médecin. Les informations sont disponibles aux patients, mais les détails vont être obtenus avec votre médecin. Donc, pour conclure, la recherche clinique améliore certainement la santé des personnes. Et il faut comprendre que c'est un processus très long et coûteux, mais qui est très rigoureux pour protéger les participants. Et c'est la recherche clinique qui est un des grands responsables pour la meilleure survie, la qualité de vie des patients avec cancer pulmonaire. Informez-vous avec votre patient, votre médecin, votre professionnel de la santé, et vous pouvez vous-même faire vos petites recherches pour pouvoir discuter avec eux. Alors, merci, Dr. DeAngelis, pour cette présentation. Si on regarde il y a 5 ans par rapport à ce qu'il y avait pour les patients et ce qu'il y a maintenant, c'est incroyable, les avancées. Puis on sait qu'il y a des nouveaux médicaments qui vont sortir en cancer encore cette année, même plusieurs. Donc, la recherche clinique, c'est vraiment important. Donc, je vais passer tout de suite aux questions parce que vous avez énormément de questions à répondre. Je commence avec la première. Selon certaines statistiques, les protocoles de recherche pourraient être plus nombreux au Québec et devraient attirer plus de pharmaceutiques. Si c'est le cas, est-ce en raison d'un manque d'expertise ou d'un manque de volonté politico-administratif? Et quelles seraient les stratégies pour activer davantage la recherche clinique? Bien, c'est une question qui englobe beaucoup de choses parce que les protocoles de recherche, s'ils ne sont pas inventés, entre guillemets, par le chercheur dans le centre hospitalier, si c'est les compagnies pharmaceutiques, ils vont offrir les protocoles à plusieurs centres. Il y a plusieurs règles, il y a plusieurs étapes avant qu'un protocole puisse être accepté dans un centre de recherche et ouvert. Et certains protocoles ne sont pas non plus intéressants à ces centres à développer. Mais c'est vrai que mais les centres de recherche dans les hôpitaux évoluent de plus en plus et on a un engagement très important entre nous comme chercheurs au Québec aussi. Donc, il y a beaucoup de choses dans les couloirs qui arrivent, qui font en sorte qu'on a beaucoup plus de collaboration et je pense pas que c'est un manque d'expertise. Il y a une énorme amélioration du nombre de protocoles et de l'intérêt à la recherche, autant par les médecins que par les patients. Mais c'est une question très complexe. Prochaine question. Pouvez-vous communiquer sur la mise en place de vaccins ARN contre le cancer? Qu'est-ce que vous voulez dire avec la question? Je comprends pas la question. Est-ce qu'il y a un vaccin contre le cancer? On nous parle de vaccin, de la mise en place d'un vaccin ARN contre le cancer. Ouais, il y a plusieurs sortes d'études avec vaccins et spécifiquement avec ARN. Moi personnellement, je ne fais pas de recherche de base, de recherche préclinique, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait encore prêt d'appliquer ça en clinique. Mais il y a certainement de la recherche beaucoup en vaccins et toutes sortes de thérapies. Est-ce que les patients sont rémunérés lorsqu'ils font partie d'un protocole de recherche? Absolument pas.
on peut pas rémunérer les patients. Une des règles d'éthique, c'est que la participation est volontaire. Donc, non, les patients ne sont pas rémunérés. Le gain pour eux, c'est justement d'avoir accès à des nouvelles thérapies, à une équipe dédiée et de pouvoir bénéficier de ce traitement-là. Mais aucunement, il y a une rémunération pour ça, pour ce qu'on parle de la recherche clinique en cancer. Prochaine question. Pourquoi les statistiques s'arrêtent en 2016? Ah, ça, c'est des données que j'ai trouvées qui étaient intéressantes à vous montrer. Mais il y a quand même un certain temps pour pouvoir recueillir les données et les analyser. C'est juste une référence que j'ai prise, mais il y a des données plus modernes aussi que j'aurais pu vous montrer, mais les graphiques étaient moins beaux. Là, j'ai une question, ça ne veut pas dire que vous allez être capable de répondre, parce qu'on a, on a des gens de France aussi qui sont inscrits aujourd'hui. Donc, est-ce que vous savez s'il y a un QCRO en France? Probablement, mais je ne connais pas les ressources mais probablement que vous allez trouver des choses similaires là-bas aussi, mais je ne connais pas personnellement. Est-ce qu'on doit absolument être suivi dans un grand centre pour avoir accès à des essais cliniques? Non, non. De plus en plus, il y a des centres communautaires qui font de la recherche. C'est un peu plus difficile parce que c'est quand même une structure très complexe autour, mais il y a quand même des centres non universitaires au Québec et ailleurs qui mènent des protocoles de recherche en moins nombre que les universités probablement, mais il y a certainement plusieurs centres au Québec qui offrent de la recherche clinique sans être universitaires. Et dernière question, est-ce que participer à un essai clinique implique de toujours être à l'hôpital pour faire des tests de sang et des scans? Plus souvent que les patients qui ne sont pas en recherche, mais il y a quand même un standard de pratique s'il y a plus de prise de sang, normalement, ça va être au tout début des protocoles. C'est rare qu'on va avoir un excédent important de tests à passer en recherche. Ce n'est pas vraiment ça notre routine en recherche clinique, surtout dans des études de phase 2 et 3. Les phases 1, peut-être qu'il y en a un peu plus. Les phases 2 et 3, il y a beaucoup moins. C'est acceptable. Bien, encore une fois, merci, Dr. DeAngelis. Un énorme merci pour votre présentation. Vous avez bien positionné les essais cliniques dans la trajectoire du patient et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous de l'invitation et à tout le monde.